Bonjour à tous. Bienvenue à cette série de webinaires, les Midis de la mobilité durable, sur le thème aujourd'hui, conjuguer relance économique et mobilité durable. On va avoir deux conférencières aujourd'hui. Aline Berthe, qui est directrice des Centres de gestion des déplacements métropolitains, les CGD, et Véronique Morin, qui est conseillère en développement durable et agente du Fonds Écoleader chez la Naudière économique. Avant de débuter, peut-être quelques petites notes de fonctionnement. On a fermé les micros de tout le monde là, avant le début de la rencontre. On vous demandait de les garder fermés là, pour la majorité là, des présentations. On va ouvrir une période de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, on va vous inviter à ce moment-là à ouvrir vos micros, à poser vos questions. Si jamais il y a des questions de compréhension là, en cours de webinaire, dans le bas de votre écran, là, où il y a un onglet qui est indiqué Participants. Lorsque vous cliquez dessus, là, vous voyez la liste des gens participants au webinaire. Vis-à-vis votre nom, premièrement, vous pouvez vous renommer si vous voulez nous indiquer là, l'organisme, l'entreprise ou la municipalité là, que vous représentez. Puis sinon, dans le bas, vous avez une série d'icônes, entre autres une petite main bleue dont on va se servir là, si jamais il y a des questions là, en cours de route, puis même pour la période de questions-réponses à la fin du webinaire. Donc, je vous invite à utiliser la petite main bleue si vous avez des questions à poser. Donc, c'est ça, les petites consignes en rafale. Tout au long du webinaire, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire dans le chat aussi. Là, il y a une section, on peut ouvrir participants, puis il y a une section aussi où on peut écrire des messages en direct. Donc, il y a des gens de notre équipe qui pourront vous répondre s'il y a quoi que ce soit. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne présentation, puis on va débuter. Donc, comme je le mentionnais, notre première conférencière, Aline Berthe, je vais vous faire un bref résumé de sa personne. Donc, Mme Berthe a toujours été très impliquée dans les programmes de sensibilisation au développement durable. Elle montre très bien l'exemple de l'utilisation du transport durable, entre autres, là, en se déplaçant à vélo dès que la météo le permet. Elle est diplômée en écologie à l'Université de Manchester. Elle obtient une maîtrise en environnement en France. Elle immigre au Québec en 2005 et commence son travail chez les centres de gestion de déplacement dès 2006. Donc, avec son équipe, elle accompagne les entreprises, les institutions, les municipalités vers des alternatives en transport durable, adaptées à la réalité de chacun, en proposant, par exemple, des plans de gestion de déplacement efficaces, notamment pour toute la gestion du stationnement et de l'accessibilité des entreprises. Elle assure maintenant la gestion des centres de gestion de déplacement métropolitains. Ça permet d'assurer une plus grande cohésion des actions à l'échelle métropolitaine. Je vais te laisser la parole, Aline. Merci d'être présente parmi nous, puis bonne conférence. J'essayais de me unmuter. Bon, ça y est, je suis... Alors, merci beaucoup, Gabriel. Je vais mettre en diaporama ma présentation. Est-ce que vous voyez tout? Parfait. C'est bon ici. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Tu as déjà fait l'introduction, en effet, avec cet outil qu'on utilise depuis 2001. En fait, les centres de gestion et déplacements existent. Donc, ça s'appelle le plan de gestion des déplacements. Et je suis vraiment contente de le présenter. Premièrement, avec le Conseil régional d'environnement qui est un collaborateur de premier choix pour la région de la Naudière, et également avec Véronique Morin qui complète vraiment bien l'idée qu'on puisse avoir cet outil puis un financement qui va y être attribué. Alors, sans plus tarder,
Simplement vous mentionner un petit complément à ce qui a déjà été dit, là, puisque finalement, les centres de gestion des déplacements, tu l'as déjà bien énoncé ce que ça signifie. Puis, on va quand même vous montrer les arguments de la mobilité durable en milieu de travail. C'est toujours une thématique qui est peu connu quand même par les entreprises, donc, et le développement économique en pâtit, je dirais. Donc, ça va être à ce moment-là où je vais vous en parler. Puis, je vais vous parler un peu plus du plan de gestion des déplacements et d'exemples concrets de ce qu'on peut réaliser pour vous donner des idées et aller vers une collaboration sur le territoire de la Naudière. Alors, au niveau des centres de gestion des déplacements, nous sommes 8 au Québec. Les premiers étaient MOBA Voyager Futé depuis 2001 et on couvre vraiment la totalité du Québec. Donc, n'importe quel employeur qui aurait un enjeu en mobilité pour ses employés a un répondant. Moi, je suis la présidente de l'association, donc n'hésitez pas, j'ai mon contact à la fin. Vous pouvez me contacter s'il y a éventuellement des annexes d'entreprises à l'extérieur de la Naudière. Il y a toujours un CGD qui est là pour y répondre, mais on a également le site Internet qui vous est accessible. Et on est mandaté par le ministère des Transports, comme on le disait, pour encourager la mobilité durable, dont les alternatives à l'auto-solo que sont le transport collectif, le transport actif comme le vélo, la marche, la course, la trottinette à roulettes, le vélo à assistance électrique, qui continue à être du transport actif, le covoiturage. Donc, toutes ces solutions sont très encouragées. Puis, on l'imbrique de plus en plus avec le télétravail. Vu les circonstances, on se rend compte que c'est un besoin pour les entreprises de savoir par quel bout le prendre. Mais aussi, on l'encourage quand même depuis le début parce que c'est quelque chose qui est très complémentaire et qui est très apprécié par les employés qui sont dans des entreprises qui concilient bien le travail-famille. Alors, pour les CGD métropolitains, on couvre un territoire qui est assez large, Laurentides, la Naudière, Montérégie, Laval, Montréal. Puis, pour le territoire de la Naudière, on a ouvert un centre de gestion des déplacements depuis 2018. Donc, on n'a pas encore énormément de projets en commun avec le Creux La Naudière ou avec la Naudière économique, mais on est de plus en plus en collaboration. Puis, ça s'en vient justement. On a une rencontre de travail prochainement qu'on va organiser, qu'on a prévue avec la Naudière économique qui se penche de plus en plus sur l'enjeu de la mobilité des travailleurs. Et on veut établir un plan d'action sur la Naudière, regarder où sont les secteurs les plus problématiques. Est-ce qu'il y a des endroits générateurs de déplacement qu'on pourrait traiter en priorité, notamment grâce à ce financement du Fonds Éco-Leader. On a également un financement de l'Autorité régionale de transport métropolitain, mais ça couvre la CMM, donc c'est une partie, disons, de la Naudière seulement. Donc, les centres de gestion des déplacements, on offre une expertise en mobilité durable, mais on va vraiment s'adapter aux besoins de l'entreprise. Donc, s'il y a un coordonnateur à l'interne, nous, on va vraiment faire juste de l'expertise, mais admettons que vous déposiez justement une demande de financement au Fonds Éco-Leader, mais on peut même vous accompagner dans la rédaction de la demande. On est une vingtaine d'employés pour la région et on est très complémentaires et très multidisciplinaires. Donc, normalement, ça va répondre à tous les besoins. On vient d'engager quelqu'un qui est aussi en ressources humaines, qui a un profil aussi psychologique, parce que pour changer les habitudes de déplacement, c'est bien important. Puis, on a des spécialistes aussi des territoires, la Naudière et Est de Montréal pour le CGD actuel. Puis, ils font partie de la rencontre aujourd'hui. Alors, on a 3 volets, je vais vous les détailler tantôt, mais je parlais beaucoup de l'expertise conseil. On a aussi des produits clés en main qui nous permettent d'attirer directement les entreprises dans nos filets, entre guillemets, parce que notre objectif, c'est vraiment de sensibiliser au maximum les employeurs et les pôles générateurs de déplacement à l'enjeu de la mobilité, puis de les impliquer pour qu'ils aient des actions concrètes eux-mêmes. Puis, on a toutes sortes d'activités et d'événements dont je vais vous parler tantôt.
Alors simplement, vous faire un petit portrait global. Je pense que vous êtes au courant des milliards dus à la congestion routière. Je vous dirais qu'au centre-ville de Montréal, il y a moins de congestion routière ces temps-ci. Donc, il faut voir le bon côté des choses. On peut courir et mettre plein nos poumons de l'air dans le centre-ville de Montréal. Malgré tout, il y a beaucoup d'alternatives à l'auto solo dans le centre-ville de Montréal. Dès qu'on touche à des régions, on n'a plus du tout évidemment le même profil et les alternatives vont être pas mal à adapter. Donc, on parle beaucoup plus de covoiturage, de transport collectif et quand même le transport actif, le vélo notamment, avec le vélo électrique à assistance électrique, prend de plus en plus d'ampleur. L'enjeu qui est perçu au niveau régional et qui ressort beaucoup dans les zones moins bien desservies, c'est l'enjeu d'accessibilité, puis de recrutement et de rétention de personnel. Ce qu'on se rend compte, c'est que quand on met en place des politiques de mobilité durable, ça diminue cet enjeu-là. Il y a une étude qui a été menée en 2018 par Trajectoire et Fondation David Suzuki qui montre que ça peut diminuer de 65%. Donc, c'est très important que les entreprises comprennent que, OK, ils vont pouvoir frapper à la porte peut-être de leur municipalité, de la MRC pour l'amélioration du transport collectif, mais eux-mêmes ont aussi une implication à avoir, puis c'est ce qu'on va voir tantôt, comment les employeurs, comment les pôles générateurs de déplacement peuvent s'impliquer. Il y a des enjeux de stationnement aussi. Le coût du stationnement, vous allez le voir tantôt, est très peu pris en considération. Là, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a une augmentation de l'utilisation de l'auto-solo. Est-ce qu'on veut continuer de mettre de l'argent dans la construction de stationnement ou est-ce qu'on veut, au contraire, renverser la vapeur et profiter peut-être de cette occasion, entre guillemets, pour mettre l'entreprise sur la voie du développement durable? C'est ce qu'on vous propose. Au niveau de la santé et de la productivité, beaucoup d'études démontrent combien le transport actif, notamment, permet d'augmenter la productivité, la motivation. Nous, selon nos données qu'on a récupérées auprès de très nombreuses entreprises qui font affaire avec nous dans les plans de gestion des déplacements, ce qu'on a observé, c'est que la perception, c'est une diminution du stress de 22%, d'irritabilité, de fatigue, donc on est dans l'ordre du 20%. Et en termes de productivité aussi, c'est de l'ordre de 11%. Donc là, c'est de l'augmentation, puisque c'est une diminution de la perte de productivité. Puis au niveau financier également, c'est un poste financier qui est très peu perçu par les entreprises. Combien ça coûte l'enjeu de recruter et de retenir les employés quand l'accessibilité est difficile. Combien coûte le stationnement, je vous en parlais tantôt. Le coût de l'assurance collective aussi diminue quand vous avez des employés en santé. Puis je mets beaucoup le transport actif en lumière. Malgré tout, quand je cours après mon autobus parce que j'ai peur de louper l'heure de passage, mais c'est du transport actif aussi. Santé Canada indique que 20 minutes d'activité physique est nécessaire par jour. Et en même temps, c'est ce qu'on fait comme activité physique pour se déplacer pour le transport collectif. Également, la visibilité est de plus en plus en vogue, je dirais. Les entreprises ont de plus en plus besoin, et aussi pour attirer des bons candidats. Les milléniaux sont très axés développement durable. Donc, un engagement en développement durable par les entreprises, avoir une image corporative verte, est de plus en plus important pour les entreprises. Puis ça peut faire la différence quand on veut engager justement un milléniaux. Donc, avoir à l'esprit de mettre en place une politique de développement durable beaucoup plus large, ça serait vraiment gagnant si vous ne l'avez pas déjà fait. 41% des gaz à effet de serre au Québec sont dus au transport en général, ce qui fait que si vous vous attaquez à ce bout-là, vous allez déjà en attaquer un gros morceau. Alors, tantôt, je vous disais le stationnement, peu de personnes sont sensibles à ça parce que c'est souvent comme inclus dans des bails si vous êtes locataire ou c'est un coût qu'on se dit de toute façon, il faut qu'on le fasse, on l'a déjà. Mais si, à partir du moment où vous regardez concrètement l'entretien, l'éclairage, le déneigement, vous vous rendez compte que ça peut aller de 500 à 1 000 $ par année. Et donc, indirectement, un employeur, en général, offre indirectement
500 à 1000 dollars à quelqu'un qui se déplace pour venir travailler chez lui en auto seul. Combien sont offerts aux cyclistes, combien sont offerts à ceux qui se déplacent en transport en commun, aux marcheurs, aux coureurs. Puis, je ne veux pas dénigrer peut-être ceux qui viendraient en auto porte à porte dans l'effort à faire pour venir au travail, mais quelqu'un qui se déplace en transport en commun a tout un mérite aussi, ou quelqu'un qui vient à la course ou à vélo. Donc, ça vous donne un ordre de grandeur. Puis, j'invite toujours les entreprises à faire le point là-dessus, combien ça leur coûte réellement. Et on fait vraiment la promotion de l'équité entre les employés. Si vous offrez donc 500 à 1000 dollars par an à votre employé qui vient seul en auto, on encourage beaucoup à offrir quelque chose d'équivalent au moins à ceux qui se déplaceraient en transport en commun. On va le voir tantôt, il y a des initiatives qui facilitent cette façon de faire. Donc, c'est des façons de s'impliquer en tant qu'employeur, déjà de faire un diagnostic, d'avoir les coûts réels et ensuite de mettre des actions qui vont inciter à l'utilisation des transports alternatifs. Dans le contexte actuel, on parle au niveau du transport en commun, on voit qu'il y a des craintes. On se souviendra que les débuts, lorsqu'on parlait de premiers cas de contamination, ça s'était passé dans le transport collectif. Donc, je pense que dans l'imaginaire collectif, le transport collectif est égal à éventuellement contamination. Ce qui est très intéressant en ce moment, c'est qu'on voit des études qui sortent qui démontrent que dans les pays où l'utilisation du transport en commun est revenue de l'ordre de 80%, on voit qu'il n'y a pas d'éclosion supplémentaire, notamment en lien avec toutes les mesures quand même sanitaires qui sont prises en compte par les AOT, les transporteurs qui font vraiment des très gros efforts, puis les utilisateurs également. On a peur aussi de ce transfert modal vers l'auto-solo et d'un accroissement encore de la congestion routière qui a des impacts évidemment sur le transport des marchandises aussi. La Naudière avait été classée au niveau du MTQ en 2018 au 2e rang au Québec en termes d'achalandage du réseau routier. Donc, c'est vraiment un enjeu. Bon, le premier, j'imagine que vous savez qui c'est. Comme je vous le disais, au centre-ville de Montréal, ça l'est moins maintenant. Donc, peut-être que vous avez le premier rang, puis vous avez gagné. Mais il y a toujours à intervenir, évidemment, à ce niveau-là. Il y a toutes sortes de solutions qui peuvent être mises en place dans les contextes. C'est sûr que le télétravail, lorsqu'on se retrouve dans des entreprises qui ont moins à être sur place, ça s'adapte bien. Encore là, il faut l'encadrer de façon correcte et être toujours présent à nos employés. Je sais qu'il y a une baisse globale de l'enthousiasme et de la motivation à travailler pour faire des heures de Zoom par semaine. J'ai pas la Covid, mais j'ai la Zoomite aiguë qui est comme une nouvelle maladie qui s'attrape en faisant trop de rencontres Zoom. Mais ne quittez pas, restez avec nous, ça va être très intéressant quand même. Le Zoom actuel va vous permettre d'avoir au moins des solutions pour les employeurs. Alors, au niveau du covoiturage, si c'est bien respecté aussi en termes de distanciation, puis que vous avez des équipes assez stables, je pense que les employeurs ont tous les arguments pour encourager malgré tout le transport alternatif. Pour votre information, on n'a pas besoin de prendre de notes. L'outil du plan de gestion des déplacements qui est d'avoir un diagnostic, un accompagnement, un plan d'action, puis un accompagnement à la promotion, à la mise en place, puis une évaluation, s'intègre vraiment bien avec le fonds Éco-Leader. Donc, vous allez pouvoir voir que 50% des coûts liés à un plan de gestion des déplacements peut être couvert. Puis, si on s'adresse souvent à des grosses entreprises pour un plan de gestion des déplacements, parce que toutes les actions, vous allez les voir, sont plus en lien avec l'idée d'avoir un gros pôle générateur de déplacement. Donc, quand on intervient en région, ce qu'on fait plutôt, c'est de rassembler dans un secteur géographique les entreprises qui ont des enjeux. Donc, à ce moment-là, ça nous permet de mettre en lien les besoins et de mieux pouvoir y répondre par des actions colligées, en fait.
Donc, les actions qu'on va mettre en place, comme vous pouvez le voir, ont quand même des très beaux pourcentages de résultats. On va vous donner l'exemple du Cégep de Granby. On est en train de faire une action similaire, je vous en parlais tantôt au niveau du Cégep Lanaudière. On est vraiment à regarder parce qu'on a fait une demande au fond Action Climat, puis on devrait savoir d'ici la fin de l'année si on va pouvoir aller de l'avant avec ce projet pour les cégeps lanaudois. Mais au niveau de Granby, ce qui a déjà été réalisé pourra être réalisé aussi à ce niveau-là. Donc, ce qu'on fait, par exemple, c'est de recueillir les codes postaux. Puis ça nous permet, par une carte de chaleur, de vérifier est-ce qu'il y en a qui pourraient se déplacer en transport actif facilement et aussi en lien avec les transports collectifs déjà en place. Et tout ça va nous permettre de cibler les messages en fonction des répondants. Donc là, ça nous permet aussi de savoir en hiver et en été quelles sont les différenciations et d'avoir un beau portrait des habitudes de déplacement qui ont été faits autant auprès du personnel qu'au niveau des étudiants. Et ce qu'on fait, c'est qu'on analyse où est située la personne face à une ouverture face au changement. Donc, on ne va pas cibler ceux qui ne veulent jamais changer de leur vie et qui vont être conservateurs pour avoir des résultats de façon plus rapide. On va plutôt cibler ceux qui sont prêts à agir ou ceux qui ont cette ouverture. Et là, on va avoir et adresser des messages en fonction des résultats du sondage qui sera réalisé. Quand on parle de plan d'action, donc comme je vous le mentionnais, on parle d'action en termes de transport collectif notamment. Il y a des rabais qui peuvent être offerts au niveau d'Exo. Il y a quand même une desserte qui est organisée lorsqu'on veut se rendre dans les zones d'emploi. Et le programme s'appelle Opus Plus Entreprise. Donc, on est là pour répondre aux questions en lien avec ce programme-là. On reçoit un financement justement de l'ARTM à cet effet s'il y a des enjeux. Vous allez voir sur cette plateforme d'Opus Plus Entreprise, c'est très facile de s'inscrire. L'entreprise reçoit une facture mensuelle et peut encourager enfin très facilement ses employés à se déplacer autrement, notamment en transport collectif. Donc, on incite beaucoup à s'inscrire à ce type de programme. Ça fait vraiment la différence quand on veut recruter et pour la rétention de personnel quand l'entreprise en face n'a pas ce type d'incitatif. Également, on se met vraiment en lien avec les organisations locales pour l'amélioration de la desserte en transport collectif. En termes de covoiturage, donc j'imagine que vous connaissez déjà Embarque Lanaudière, c'est le conseil régional de l'environnement qui l'a mis sur pied. Alors, je vous invite à aller là-dessus si vous voulez chercher des covoitureurs. Pour votre information, il existe aussi Exo, mais Exo fait partie aussi de toute façon, je pense, de la plateforme. Donc, ça facilite vraiment le jumelage que d'aller sur des plateformes. On sait souvent si notre collègue peut faire du covoiturage ou pas avec nous. Par contre, l'entreprise en face, peut-être que tous les jours, il y a quelqu'un qui habite dans la rue en face, puis tous les jours, on fait le même trajet vers le même secteur industriel, puis on ne le sait pas. Donc, c'est vraiment à ça que ça sert. L'idée du covoiturage est de bien l'encourager. Donc, de mettre en place une plateforme, c'est intéressant, mais également avoir des incitatifs comme des stationnements à proximité une fois qu'on arrive sur place. C'est très, très intéressant. Au niveau de l'aéroport de Montréal, par exemple, quand les employés veulent se stationner, ils ont une navette à prendre par la suite parce que c'est le stationnement le plus éloigné. Puis ceux qui covoiturent, par contre, ont accès, vous savez, le multi-étager qui est très cher à l'arrivée. Donc là, ils ont un accès gratuit. Ils avaient un accès gratuit. Je ne sais pas si c'est actuellement en marche puisque pas mal tout le monde est en télétravail de toute façon. Mais toujours penser à qu'est-ce qui peut être offert pour inciter au mieux les employés à faire le pas. En termes de vélo, il est bien important d'avoir des infrastructures adéquates. Donc ça, le diagnostic vous permet d'avoir l'heure juste là-dessus, puis de bien sensibiliser. Alors des fois, au niveau du diagnostic, on voit que les gens seraient prêts aimeraient ça, avoir des cours de mécanique vélo. Donc des fois, Vélo Québec ou un de nos partenaires peut offrir ce cours-là. Et les employés vont plus rapidement se mettre sur leur vélo en début de saison grâce à ça. Puis également des indemnités comme Outdoor Gear Canada qui offre 25 $ par mois à ses employés qui se déplacent à vélo. Ou également des vélos en libre service qui peuvent être mis à disposition, par exemple, pour des déplacements d'affaires.
En termes de gestion de stationnement, c'est très intéressant de l'intégrer évidemment dans toute cette démarche-là parce que, je vous le mentionnais tantôt, ça a un coût et c'est un peu le nerf de la guerre, le stationnement aussi. Il y a un exemple dont j'aimerais vous faire part, c'est celui de Fonds de solidarité FTQ qui a mis en place le parking cash-out et qui offrait des places de stationnement à ses employés sous la métropolitaine, sous la 40, et c'est assez cher pour eux. Eux, en échange de l'utilisation du transport collectif ou du transport actif, à chaque employé va remettre un montant financier pour qu'ils délaissent leur stationnement. Donc, pendant 2 ans, s'ils délaissent leur stationnement, ils peuvent utiliser tous les transports alternatifs qu'ils veulent. Ça peut être du covoiturage également. Les ressources humaines sont très affectées par tout ce qui touche au transport alternatif, je vous l'ai déjà mentionné. Juste vous faire part du fait qu'il y a un webinaire le 13 octobre prochain qui va plus toucher les entreprises qui sont perturbées par le pont Louis-Hippolyte Lafontaine et les travaux. Malgré tout, tout ce qui va être mentionné à ce moment-là lors de cette formation sur le télétravail par notre partenaire Via Conseil pourrait être très utile à n'importe quel employeur de la région de la Naudière. Donc, je vous invite à vous y inscrire, vous êtes les bienvenus. Puis, horaires flexibles, outils de travail collaboratif sont toujours très appréciés en termes de ressources humaines. Donc là, j'ai presque terminé. Je ne sais pas si c'est bon au niveau du temps pour toi, Gabriel. C'est bon. C'est bon. Donc pour finir, on a tout ce qui est promotion et sensibilisation qui est bien important. Si on veut que les employés changent de façon de faire, nous, on a des kiosques en temps normal ou des webinaires pour sensibiliser les employés. On offre des conférences aussi et des webinaires aussi qui peuvent être, ou des tables interentreprises qui peuvent être partagées dans certains secteurs industriels privilégiés. On organise chaque année le défi sans auto solo. Donc là, il est terminé avec près d'une centaine d'entreprises qui se sont inscrits et des milliers d'employés chaque année. Un petit peu moins cette année vu les circonstances, mais malgré tout, c'est une façon ludique d'encourager les employés à se déplacer autrement. Et c'est Pan Québécois, c'est l'association qui porte ce projet. Le 22 octobre prochain, de 9h30 à midi, on vous invite chaleureusement à vous inscrire aussi à cet événement. Pour vous inspirer des meilleurs, on va remettre des prix aux leaders en mobilité durable. Donc, si vous êtes parmi eux, bon, ben, c'est trop tard pour cette fois-ci parce que les dossiers sont déjà analysés. Mais malgré tout, pour vous inspirer, on vous propose de regarder qui a gagné, puis quelles sont les actions qui sont mises en place, et de vous greffer à des groupes de discussion qui vont avoir lieu dans un deuxième temps. Donc, vous allez pouvoir être mis en lien avec une plateforme interactive. L'innovation est au cœur de nos façons de faire aussi. On intègre souvent le partenaire un peu plus régional pour la Naudière. Au niveau de Montréal, c'est un peu plus Jalon. Mais on intègre de plus en plus tout ce qui est nouvelles technologies au plan de gestion des déplacements par le biais de ces partenaires qui sont intégrés et mis à partie. Et finalement, le cégep régional de la Naudière, ben ça, je vous en ai parlé tantôt, on va probablement démarrer bientôt le projet. On croise les doigts d'avoir un financement gouvernemental. Puis, ça va regrouper, c'est quand même, la mobilité a été identifiée comme un enjeu majeur par les 6 MRC de la région. Et les 3 constituants du cégep régional ont été identifiés comme milieux à prioriser par les membres du plateau lanaudois intersectoriel, le PLI pour ceux qui les connaissent bien. Donc, ça va débuter dans les prochains mois. Alors, merci beaucoup. N'hésitez pas à me contacter. Mon adresse est là, le lien vers le site des CGD métropolitains. Puis, pour tout enjeu en lien avec le contexte, vous pouvez cliquer ici. Il y a un petit formulaire et vous serez mis directement en relation avec nos experts en mobilité pour vous aider, quelles que soient vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Aline, pour ta présentation. C'était très, très intéressant. Puis, on va prendre, comme je l'avais déjà mentionné, on va prendre les questions à la fin du webinaire. On va passer à notre deuxième panéliste. Donc, je vais vous faire encore une fois une brève introduction.
de Véronique Morin, qui est conseillère en développement durable et agente du Fonds Éco-Leader pour la Nodière économique, comme mentionné plus tôt. Donc, Morin cumule plus de 11 ans d'expérience professionnelle en environnement et en développement durable. Elle détient un baccalauréat en études internationales et une maîtrise en environnement de l'Université de Sherbrooke. Elle a occupé le poste de coordonnatrice en responsabilité sociale et environnement pour le Cirque du Soleil. Elle a effectué divers mandats, entre autres pour l'Institut EDDEC, qui est maintenant, je crois, Québec circulaire, pour le Conseil québécois des événements éco-responsables et pour l'organisme planétaire. Elle a aussi œuvré au développement du territoire et des ressources naturelles pour la région de la Nodière au sein de la Conférence régionale des élus. Elle est chez la Nodière économique depuis décembre 2016. Donc, à toi la parole, Véronique. Merci beaucoup, Gabriel. Une présentation plus longue que je ne m'attendais, mais c'est parfait, mon curriculum. Oui, je vais partager mon écran. Ce ne sera pas très long. Voici. C'est parti. Je voudrais tout d'abord remercier évidemment le CREL de me donner cette tribune pour pouvoir présenter un peu l'offre du Fonds Éco-Leader, puis aussi à Aline d'avoir bien mis la table au niveau de la mobilité durable et des projets aussi qui sont en place, en déploiement, en discussion dans la Nodière. Donc, en fait, moi, je veux faire du pouce un peu sur la présentation d'Aline, au sens où je veux vous présenter aujourd'hui les potentiels de financement qui sont liés au Fonds Éco-Leader. Qu'est-ce que c'est aussi le Fonds Éco-Leader? Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà entendu parler, d'autres plus ou moins. Mais aujourd'hui, on va essayer de faire le lien avec les projets dans le cadre de la mobilité durable qui pourraient évidemment obtenir du financement. Donc, OK. Si je veux changer de diapositive, par contre... Ah, parfait. C'est réglé. Excellent. Donc, en fait, le Fonds Éco-Leader se veut une réponse, un soutien aux entreprises, pas uniquement en matière de mobilité durable, mais évidemment tout ce qui va toucher les pratiques d'affaires éco-responsables et les technologies propres. Donc, pourquoi une entreprise voudrait adopter ce type de pratiques ou des technologies propres? Premièrement, pour assurer une pérennité, une durabilité dans le temps de ses opérations. Évidemment, réduire les coûts de fonctionnement, tant au niveau de l'exploitation des ressources, par exemple, que ce soit énergétique, carburant, eau, matières premières, etc. Consolider, développer des nouveaux marchés, attirer et retenir la main-d'œuvre. Tout à l'heure, Aline a mis l'accent aussi sur l'aspect de rétention de la main-d'œuvre et d'attraction de la main-d'œuvre. Donc, évidemment, c'est un enjeu sur lequel le Fonds Éco-Leader se penche. Maximiser, optimiser la productivité et fidéliser la clientèle, puisqu'on le voit de plus en plus, que ce soit dans le B2B ou dans l'approche des consommateurs, souhaitent encourager des entreprises locales, mais aussi des entreprises qui sont engagées en matière d'environnement et de responsabilité sociale. Donc, le Fonds Éco-Leader veut soutenir les entreprises qui visent à aller de l'avant dans ce type de pratique. Puis, ça se veut aussi un outil de soutien aux entreprises, puisque souvent, quand on travaille, que ce soit entreprise, organisation, là, on demande aux organisations, tu sais, personne ne prône contre les bonnes valeurs, là. Donc, toutes les entreprises ont généralement à cœur les valeurs environnementales et de responsabilité sociale, mais on parle plus souvent soit de manque de temps pour implanter ce type de pratique à l'interne, manque d'expertise, de connaissances aussi parfois des gestionnaires ou des employés en place, mais également de ressources financières. Donc, le Fonds Éco-Leader, finalement, c'est un peu une réponse à ces enjeux. L'objectif, globalement, c'est de permettre d'accroître la compétitivité des entreprises du Québec, dont les entreprises de la Nodière, par l'adoption de pratiques d'affaires éco-responsables et de technologies propres. Donc, pour améliorer leur performance environnementale, évidemment, générer des co-bénéfices sociaux et environnementaux. Quand on parle d'accroître la compétitivité des entreprises par ce type d'action, ce qui va être visé principalement par le fonds, c'est la réduction de l'intensité dans l'utilisation, notamment des matières premières, mais également dans l'utilisation de l'énergie. La réduction des émissions de polluants, dont les gaz à effet de serre, ce qui va toucher beaucoup le secteur du transport au Québec. L'utilisation de technologies propres. Au niveau de la mobilité, on va beaucoup parler de tout ce qui va être l'électrification des transports, par exemple. Approvisionnement responsable, extension de la durée de vie des produits et aussi leur recyclabilité et ce qui va toucher l'éco-conception.
ces différents objectifs vont être transposés à travers des priorités de financement dans le cadre du Fonds EcoLeader. Donc, les thématiques priorisées sont tout ce qui va toucher la gestion des matières résiduelles, économie circulaire, approvisionnement responsable, gestion de l'eau, développement durable, éco-conception, optimisation des emballages et efficacité énergétique, qui est probablement la thématique qui est directement en lien, en fait, avec l'aspect de mobilité durable. Plus concrètement, de quelle façon le Fonds EcoLeader soutient les entreprises ou peut soutenir les entreprises? Il y a une plateforme qui existe, qui a été développée par, en fait, les responsables du Fonds EcoLeader. C'est un fonds qui a été lancé par le ministère de l'Économie et de l'Innovation en collaboration avec le Fonds d'action québécois pour le développement durable. Cette plateforme-là, vous avez le site web là en bas, est très intéressante parce que vous avez notamment un outil d'éco-orientation. Donc, vous pouvez cliquer sur cet outil-là. Il y a différentes questions et ils vont vous proposer des mesures et puis des financements qui sont disponibles pour mettre en place là, certaines initiatives au sein de votre organisation. Vous avez aussi un onglet qui vous présente des ressources en matière d'éco-responsabilité. Donc, on va parler, par exemple, d'experts qui peuvent vous aider, vous accompagner dans vos démarches, de financements qui sont disponibles, puis aussi une gamme d'outils et de ressources. Moi, je trouve ça drôlement intéressant parce que, surtout quand on parle de financement, les financements sont présents, mais souvent de façon très dispersée. C'est difficile de savoir où trouver le bon financement pour nos projets. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, il y a une personne qui est payée pratiquement à temps plein pour pouvoir mettre à jour un répertoire des financements qui vont toucher de près ou de loin toutes les mesures en matière d'éco-responsabilité. Donc, ça, pour moi, c'est un outil là, qui est très riche à consulter sans modération, finalement, avec un moteur de recherche là, bien simplifié. Donc, je vous invite à l'explorer. Maintenant, le Fonds EcoLeader a mis en place principalement 2 leviers pour aider les organisations à passer à l'action. Premièrement, un réseau d'agents EcoLeader, donc un agent dans chacune des régions administratives. Moi, je suis présente pour le territoire de Lanaudière. Et puis, ce réseau-là est joint d'une enveloppe financière de 18,5 millions jusqu'en mars 2023 qui va permettre, en fait, d'appuyer les projets, notamment par la réalisation d'études, l'élaboration de plans d'action et par l'accompagnement. Là, je vais vous revenir un petit peu plus loin là, sur les détails du financement. Sachez que dans Lanaudière, en fait, le Fonds EcoLeader a été lancé le 2 octobre de l'année dernière. Donc, à ce jour, uniquement 3 millions de ces fonds ont été engagés, ce qui fait qu'il reste encore là, du budget suffisamment pour financer des beaux projets sur le territoire. Donc, mon rôle à moi, en fait, c'est d'accompagner les entreprises et les organisations, notamment pour identifier des pratiques éco-responsables ou des technologies qui peuvent être adaptées à vos besoins, à vos objectifs et à votre entreprise. Vous soutenir aussi dans la recherche de financement. Je vous mentionnais tout à l'heure que le Fonds EcoLeader a un répertoire des financements, mais moi, je suis un peu finalement le résumé de tout ça. Donc, si vous avez un projet en tête, vous n'hésitez pas, vous prenez contact avec moi. Puis moi, je connais bien l'ensemble des financements, donc on peut regarder ensemble quels sont les financements les plus appropriés pour votre projet. On parle de financement, mais aussi d'expertise ou encore d'outils qui peuvent vous aider. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à communiquer avec moi directement ou si vous êtes sur un autre territoire que Lanaudière, avec l'agent respectif de votre territoire. Qui sont admissibles, en fait, au Fonds EcoLeader? Entreprises à but lucratif et entreprises d'économie sociale. On parle ici de coopératives, mutuelles et organismes à but non lucratif. Donc, vous comprendrez que les institutions municipales, scolaires ne sont pas admissibles parce que je sais que certains participants aujourd'hui proviennent de ces organisations. Donc, 2 catégories de projets peuvent être financés. Pratiques éco-responsables. Donc, là, on va plus parler, par exemple, de pratiques, projets, amélioration de la gestion des matières résiduelles, par exemple, dans une entreprise, développement d'une politique en développement durable, etc. Et volet technologie propre, catégorie de projet, si on veut, technologie propre, où là, on est vraiment dans une approche technologique, équipement, plus concret à ce niveau-là. Les projets peuvent être financés sous 2 volets.
Une entreprise individuelle ou organisation individuelle qui dépose un projet pour réduire ses propres impacts environnementaux ou améliorer sa performance environnementale, ou dans une approche cohorte qui est celle, l'approche notamment là, dont parlait Aline tout à l'heure, sur laquelle on souhaite travailler au cours des prochaines semaines en collaboration avec le CREL dans la Nodière. Donc, l'approche cohorte, c'est 2 entreprises ou plus qui partagent une même problématique ou ont un même besoin et qui souhaitent collaborer ensemble, par exemple, pour embaucher un expert pour les soutenir dans une démarche collective. Le financement qui est disponible se décline selon les 2 volets, donc pratique éco-responsable et technologie propre. Le Fonds EcoLeader est un financement non remboursable, donc une subvention qui peut représenter 50 % du coût de projet. C'est possible d'aller chercher des contributions publiques complémentaires, donc pour un maximum de 75 % de financement public. Il doit y avoir une contribution minimale de 25 % de fonds privés qui peuvent venir des entreprises participantes ou de partenaires financiers privés, là, sans problème. Donc, ici, les montants maximaux que vous voyez dans les tableaux, c'est le montant de subvention maximale. Donc, par exemple, pour un projet de pratique éco-responsable, où on touche les pratiques éco-responsables, on peut obtenir une subvention maximale de 30 000 $, donc c'est-à-dire pour un coût de projet finalement de 60 000 $. Ce financement-là se décline en 3 principales catégories, là, si on veut, la réalisation d'études, d'analyses, études de faisabilité, etc., diagnostic, comme le mentionnait tout à l'heure Aline. Par la suite, élaboration d'un plan d'action, ça pourrait être une feuille de route, une stratégie, etc. Et l'implantation, dans le fond, l'accompagnement pendant l'implantation des pratiques ou des projets. Donc, il y a un 10 000 $ là, par action, finalement, en subvention qui est possible. Au niveau des technologies propres, le financement est principalement dédié à tout ce qui va être la réalisation d'études, d'analyses, études de faisabilité, études de marché, analyse comparative des technologies, etc., pour un montant maximal de 35 000 $ de subvention. Et puis, par la suite, il peut y avoir également un accompagnement là, complémentaire pour l'implantation au niveau des technologies propres, là. Donc, pour un montant total de subvention possible de 50 000 $. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Fonds EcoLeader finance des honoraires professionnels d'experts externes à votre entreprise. Donc, finalement, des services de consultation. Il peut y avoir une petite portion qui est dédiée à l'équipement ou au matériel qui est nécessaire à la réalisation du projet. Il peut y avoir également un 10 % là, qui est dédié à la formation, par exemple, ou pour du personnel ou de l'entreprise. Mais globalement, on est vraiment dans les honoraires professionnels, dans le financement d'honoraires professionnels. Je ne vous les lirai pas en détail, là, vous allez avoir la présentation PowerPoint, mais ici, c'est tous les mandats qui sont admissibles dans le cadre du Fonds EcoLeader. Je passe rapidement cette diapositive-là pour vous amener à des exemples, en fait, de projets qui ont été financés dans le cadre du Fonds EcoLeader qui vont toucher la mobilité durable. Donc, par exemple, une analyse de système électrique d'une entreprise, donc principalement analyse en efficacité énergétique d'une entreprise, qui visait également la possibilité d'installer des bornes de recharge électrique pour ses clients et ses employés. Donc, ça fait partie d'un projet un peu plus large d'analyse en efficacité énergétique. Également, analyse technique financière pour le financement, pour le remplacement, dans le fond, d'une flotte de véhicules d'une organisation qui veut passer vers des véhicules, progressivement vers des véhicules plus éco-énergétiques. Dans le cadre d'un autre projet, on parlait d'une élaboration d'une stratégie, d'un plan d'action, développement d'outils, tout ça, pour en fait mettre en place des mesures de mobilité durable au niveau des employés de l'entreprise, dont la mise en place d'un système, par exemple, de covoiturage destiné aux employés, le but étant de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, si je prends l'exemple des services qui sont offerts par le Centre de gestion des déplacements, qui était présenté notamment par Aline tout à l'heure, qui proposait un diagnostic, un plan d'action, un accompagnement, bien, c'est le même type de projet qui pourrait être financé là, avec le fonds. Par exemple, si on a une entreprise de camionnage, donc de transport de marchandises, élaboration, mise en place d'un système d'optimisation de logistique, du transport, formation éco-conduite aux chauffeurs, etc.
également type de projet qui pourrait être financé. Études de faisabilité qui visent, par exemple, la récupération d'énergie pour l'utilisation dans des véhicules spécialisés. Donc, on est vraiment dans l'efficacité énergétique, optimisation de l'utilisation de l'énergie. Analyse technologique, analyse, par exemple, comparative technologique pour l'utilisation de biocarburants dans des flottes de véhicules pour remplacer le carburant fossile. Également, exemple d'aménagement de stationnement écologique, s'il y a une étude de faisabilité à faire, type de projet également qui pourrait être financé. Voici quelques exemples. Ça, c'est des projets qui ont été déposés dans le cadre de Fonds Éco-Leader, mais évidemment, ça pourrait être beaucoup d'autres choses. Si vous avez des questions aussi par la suite, là, je vais être disponible pour répondre à vos questions, évidemment. En ce moment, considérant les mesures exceptionnelles du COVID, le Fonds Éco-Leader permet la reconnaissance des dépenses finalement à partir du dépôt de projet. Parce que normalement, les dépenses sont reconnues à partir de l'acceptation du financement, donc de l'octroi du financement, mais par mesure exceptionnelle, à partir du dépôt de projet, les dépenses sont reconnues pour une période indéterminée pour l'instant. Donc, vous souhaitez déposer une demande, vous, un partenaire. La marche à suivre, en fait, il y a tous les liens là, dans la présentation. La première chose, c'est d'aller bien lire, évidemment, les guides du demandeur, que ce soit le volet 1 pour une entreprise ou le volet 2 pour une cohorte d'entreprise. Par la suite, moi, je vous invite à communiquer avec moi pour me parler de votre projet déjà en amont, de façon à voir si votre projet, premièrement, est admissible, mais aussi de voir, d'explorer ensemble de quelle façon ce serait mieux de présenter votre projet aussi pour le dépôt. Dans le fond, moi, je suis là pour vous aider à ce que vous obteniez le financement. Évidemment, par la suite, l'expert doit rédiger une offre de service, donc une soumission. On fait un peu des blagues, là, mais il y a un formulaire, évidemment, pour demander le financement. On dit que c'est un peu un formulaire, le 101 pour les nuls, dans le sens où il est très, très simple. La raison pour laquelle la soumission qui va accompagner le formulaire doit être très complète. Donc, le dépôt de projet est basé beaucoup sur l'offre de service, finalement, de l'expert qui accompagne l'organisation. Donc, compléter les formulaires, bien évaluer les coûts de projet comme dans tout projet parce qu'ils peuvent être évalués à la baisse, mais rarement à la hausse une fois que le projet a été octroyé. Et puis, en fait, moi, ce que je vous propose, c'est de me présenter aussi les différents documents avant le dépôt final pour regarder si tout est conforme, que vous n'oubliez rien et puis que toute l'information là, est bien à l'intérieur pour le dépôt, puisque par la suite, le projet est évalué par un comité national là, en collaboration avec le ministère de l'Économie. Donc, ici, je vous ai présenté des exemples d'autres sources de financement qui peuvent financer des projets en mobilité durable aussi. Je vous parlais tout à l'heure que le Fonds Éco-Leader peut être complémentaire à d'autres sources de financement, c'est le cas. Donc, certains de ces financements-là peuvent être complémentaires, aller chercher le 25 % supplémentaire, à part de Transition énergétique Québec et de tout programme provenant du ministère de l'Économie. On peut pas les rendre complémentaires au niveau d'un financement. Là. Mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, comme je vous dis, encore une fois, sur le site du Fonds Éco-Leader, où vous communiquez avec moi, là, on peut regarder l'ensemble des programmes de financement qui sont disponibles pour vos projets. Rapidement, c'était pas mal ça. Donc, je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis disponible pour y répondre. Merci beaucoup, Véronique, pour ta présentation. Donc, effectivement, on va passer à la période de questions. Si vous avez des commentaires pour le prochain, il nous reste 10 minutes. Là, on va essayer de fermer la rencontre là, à 13 h comme promis. Un petit mot là, juste avant de passer à la suite des choses. Je viens de vous mettre dans le chat les liens vers les 2 événements dont Aline nous a parlé un peu plus tôt. Donc, le webinaire « Le télétravail est maintenant » qui aura lieu le 13 octobre prochain, puis les déjeuners Leader en mobilité durable du 22 octobre prochain. Donc, si vous allez dans la section chat, vous allez voir les liens d'inscription vers ces 2 événements-là. Aussi, vous mentionnez que en fait, le webinaire, est enregistré, donc vous pourrez repartir avec votre copie s'il y a
des portions de la présentation là, que vous avez ratées, inquiétez-vous pas. On va aussi vous transmettre les PowerPoint là, qui ont été présentés par nos 2 conférencières. Donc, encore une fois, merci beaucoup à vous deux. Puis, on va prendre les questions. Là, je regarde à l'instant si on a des petites mains bleues levées dans la section participants. Puis, sinon, la marche à suivre, là, bon, ça va être d'activer votre micro. Là, donc, encore une fois, là, dépendamment vous êtes en mode plein écran ou non, dans le haut complètement ou dans le bas complètement de votre écran, vous devriez avoir accès à votre micro que vous pourrez enlever le mute. Donc, est-ce qu'on a des questions? Je vois qu'il y a quelques micros d'ouvert. Je ne sais pas il y en a quelqu'un qui veut se lancer. Moi, j'avais une question. Alors, je les ai posées. C'est Valérie Pichot de la Matawini. Bonjour tout le monde. Bonjour Véronique. Très belle présentation. Toujours aussi motivante. C'est bien, merci. Donc, la première question pour le bénéfice de tout le monde. Malheureusement, les municipalités ne sont pas admissibles. Hein, c'est ce que tu mets au fond EcoLeader. Ce serait possible via un OBNL. Est-ce que, en revanche, une installation de bornes électriques, dans ces cas-là, via un OBNL, pourrait être admissible? Oui, en fait, oui. Ce qu'il faut comprendre, par contre, c'est que pour le fonds EcoLeader lui-même, on finance tout ce qui est en amont de l'implantation. Donc, le fonds EcoLeader ne financera pas l'acquisition ou l'installation de bornes en soi. Il va financer, par exemple, s'il y a une analyse énergétique à faire ou des systèmes électriques, ou etc., tout ça en amont, là où, tu sais, étude de faisabilité, par exemple, si on est dans un projet où il faut faire une analyse technique de coûts financiers, tout ça. Par contre, il y a d'autres types de financement qui, eux, vont aller vraiment dans l'immobilisation, l'achat d'équipements, installation, etc. Puis, ce financement-là peut être séquentiel suite au fonds EcoLeader. Fait que ça, on pourrait regarder ça absolument ensemble. Là, OK. Parce que j'avais eu une demande d'une municipalité, je ne te le cache pas, donc j'ai bien vu dans ta réponse. Mais en revanche, je vais l'adresser vers toi pour voir qu'est-ce qu'elle pourrait faire exactement, comment elle pourrait tourner l'affaire pour que ça puisse être recevable. Oui, puis d'explorer les autres sources de financement aussi, là, vraiment pour aller chercher le maximum pour l'aider. Tout à fait, tout à fait. Si elle peut communiquer avec moi rapidement, parce que les principaux financements pour l'acquisition proviennent notamment de Transition énergétique Québec et les financements se terminent en décembre. Oui. Donc, il y aura peut-être d'autres financements par la suite ou peut-être pas. On ne sait pas. Fait que sans avoir une urgence, si on peut regarder ça quand même rapidement, s'ils sont prêts à passer à l'action, je pense que ce serait bien. Je vais cet après-midi la contacter et puis lui donner tes coordonnées. Parfait, merci. Elle s'appelle Mélissa, mais elle va te dire qu'elle viendra de ma part. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la question. Je vois Pascal Moutet qui a le micro ouvert. Est-ce que c'était pour une question? Oui, en fait, avant tout, je recherche des statistiques sur l'utilisation ou le développement des vélos électriques, trottinettes électriques, etc. Quel est son pourcentage d'utilisation, puis ce qu'on pense. Donc, je cherche beaucoup de stats là-dessus et je trouve absolument rien. Donc, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est pour pouvoir développer par la suite un service au niveau, justement, très spécialisé au niveau du vélo électrique. Donc, où c'est qu'on peut trouver ces stats-là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aider à ce niveau-là? Je ne sais pas si vous connaissez Vélo Transit. Ils ont vraiment cet objectif justement de faire développer l'utilisation du vélo électrique, à assistance électrique en tout cas. OK. Dans toute leur présentation, ils ont énormément de statistiques. Là, donc, je vous proposerai juste de rentrer en lien avec eux, puis probablement qu'ils pourraient vous donner toutes ces informations, puis voir peut-être comment vous pourriez collaborer
au niveau régional pour aider à ce déploiement. Nous, on voit qu'il y a vraiment de plus en plus d'engouement, en tout cas, de l'utilisation de ce déplacement. C'est quand on est bien sportif, ça va bien, éventuellement le vélo sur des grosses distances, mais avec le vélo électrique, on est vraiment capable justement d'aller une plus grande population, puis des plus grandes distances. Donc, ça s'applique très, très bien au niveau de la Naudière. Par contre aussi, Bixi développe beaucoup son territoire et comme on regardait au niveau du cégep Lanaudois, si on pouvait améliorer l'accessibilité, c'est aussi dans les cartons, en tout cas on a échangé rapidement avec le directeur de Bixi, de regarder si on ne pourrait pas voir un mode de financement aussi pour déjà partir d'un public assez captif au transport actif. OK. Oui, parce que c'est vraiment ça. C'est vraiment vers ça que je veux développer quelque chose au niveau de la mobilité active. Mais c'est sûr que les gens ont besoin d'assistance, puis tu n'as pas le goût d'arriver au bureau en sueur, par exemple. Donc, c'est ça qu'on regarde quand on est comme mandaté par Vélo-Québec pour faire ces analyses-là. On a suivi leur formation, puis on va pouvoir vraiment aiguiller aussi les employeurs pour qu'ils puissent mettre en place les bons aménagements pour l'encourager correctement, en effet. OK, parfait. Merci beaucoup. Gabriel, je ne sais pas si tu as vu dans le chat, il y avait également une question que je trouvais… Ah non, c'est une question qui m'était adressée à moi personnellement, mais que je pourrais partager. Parfait, tu peux y aller rapidement. Il était question d'étalement urbain ou de télé-étalement, parce qu'on se rend compte… en fait, nous, comment on promouvoit le télétravail, c'est dans le cadre d'une politique de mobilité durable. Donc, si tout est au télétravail, éventuellement, ce que ça peut avoir comme impact, et on le voit quand même, il commence à y avoir des tendances, mais c'est que, admettons, je m'achète un chalet à la campagne en vivant à Montréal, puis là, je vais faire peut-être un aller-retour par semaine qui vont me faire des 300 km en voiture solo, versus si je m'étais déplacée tous les jours sur 10 km en auto, j'aurais dépensé moins de gaz à effet de serre au final. Donc, il y a vraiment une conception globale à prendre en considération. Puis, évidemment, les centres de gestion et de déplacement ne sont pas puis je pense que le Conseil régional de l'environnement non plus. Là, dès qu'on est développement durable, on ne veut pas qu'il y ait un étalement urbain non plus. Mais au contraire, on veut la flexibilité offerte par le télétravail. Puis le tout en télétravail n'est pas évident non plus à vivre. On est obligé de le faire ces temps-ci. Puis il y a des enjeux psychologiques, sociaux, humains en fait, parce que nous sommes des humains qui avons besoin de relationner. Parfait, merci de cette précision. Effectivement, c'est un enjeu d'autant plus contemporain là, avec la crise sanitaire actuelle. Donc, je vais passer déjà au mot de la fin. Là. Il nous reste une petite minute. Donc, d'abord, merci à tout le monde là, pour votre participation. Merci Véronique Morin de la Naudière économique, Aline Berthe des CGD métropolitains. Vraiment des présentations super intéressantes. Puis bon, j'avais mentionné d'entrée de jeu que c'était le premier webinaire de notre série à les Midis de la mobilité durable. Donc, vous pouvez voir, on a déjà nos prochains rendez-vous. Donc, c'est le premier mardi là, des mois de décembre et février. On va avoir un webinaire le 1er décembre sur l'électrification des transports. Un autre le 2 février sur les milieux de vie pour un vieillissement actif. Puis, on termine le tout, là, ceux qui ont suivi un peu notre démarche. On avait prévu un forum là, au printemps dernier qu'on a repoussé là, au printemps 2021, donc le 6 avril 2021. Ça devrait être une formule hybride, donc si la santé publique le permet, il y aura peut-être une portion en présence, en personne, mais l'ensemble des conférences puis des ateliers présentés vont être aussi là, donnés là, de manière virtuelle. Donc, c'est tout pour la présentation. J'avais oublié d'entrée de jeu, mais je suis Gabriel Meunier, chargé de projet Énergie Changement climatique pour le Conseil régional de l'environnement de la Naudière. Donc, vous pouvez nous suivre aussi sur les médias sociaux, sur notre site web. Là, on va détailler l'ensemble de cette programmation-là au cours des prochaines semaines. Donc, merci encore à tous. Le webinaire va être disponible, comme mentionné plus tôt. Là, il a été enregistré. On va envoyer les PowerPoints à tout le monde. Donc, bonne fin de journée, puis à bientôt. Merci, Gabriel. Merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.